Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. La première chose que l'on a envie de se dire, c'est encore. Oui, et moi j'aimerais aussi dire que c'est une mort tragique de plus, dans des circonstances que l'on a déjà vues, et que c'est une mort tragique de trop. C'est-à-dire que, encore, mais c'est plus possible, c'est-à-dire qu'il va falloir aujourd'hui qu'on évalue notre système et qu'on prenne les mesures pour améliorer et pour éviter que ça se reproduise. Quelles sont les mesures ? Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il faut revoir l'arsenal judiciaire et l'arsenal juridique. Je précise, ma question, est-ce que la loi, en particulier les lois de remise de peine qui ont été, on va peut-être y revenir, adoptées sous l'impulsion d'abord de Christiane Taubira, ensuite d'Éric Dupond-Moretti, sont à remettre en cause ? Alors, dans le dossier qui nous occupe, puisque vous avez commencé par cette affaire absolument abominable, qui est le décès de cette jeune fille dans les circonstances... Le meurtre. Oui, tout à fait, le meurtre, pardon, tout à fait, vous avez raison, le meurtre de cette jeune fille dans des circonstances absolument tragiques. Non, pas vraiment à voir aujourd'hui avec la question des remises de peine. Il y a quand même 2 ans qu'aurait dû purger auquel ont été condamnés le coupable présumé, qui n'a pas purgé. Oui, mais j'allais dire, c'est pas ça qui a conduit nécessairement, vous voyez, si vous voulez, au fait qui nous préoccupe aujourd'hui. S'il avait été en prison pendant ces 2 années encore, il n'aurait pas commis ça la semaine dernière. Tout à fait. On peut voir les choses. Il ne l'aurait pas commis la semaine dernière. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est toute la question de l'application des peines qui, à mon avis, est à revoir de A à Z, puisqu'en fait, nous sommes rentrés dans un système fou qui consiste à poursuivre quand même beaucoup, à juger un peu et à sanctionner très mal. Et quand je dis sanctionner très mal, je m'explique tout de suite. C'est-à-dire que on sanctionne souvent trop tard, à contresens, avec une épée de Damoclès qui est à la fois idéologique et qui est à la fois réelle, qui est celui de notre capacité en détention, puisque comme vous le savez, nous manquons cruellement de places de prison. Mais il faut en construire plus. Alors, oui et non, je vais vous dire. Oui, bien sûr, parce que si vous regardez les chiffres européens, on est en sous-équipement carcéral et que, ne serait-ce que pour avoir une capacité d'accueil convenable et digne qui pourrait laisser appliquer une loi de 1875 qui s'appelle l'encellulement individuel, je vais vous répondre oui, mais il faudrait en construire plus, surtout parce que nous avons besoin d'établissements spécialisés et différenciés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à mélanger les gens qui sont en détention provisoire avec des condamnés. On ne peut pas non plus avoir des établissements qui ne soient pas hautement sécurisés pour des gens très dangereux. Vous savez, ça a été tous les débats sur qu'est-ce qu'on fait des terroristes, etc., etc. Et puis on s'aperçoit... La suite de Mohamed Amra. Tout à fait. Et puis, criminalité organisée, exactement, qui sont des gens hautement dangereux, dont on sait maintenant grâce à un rapport sénatorial très documenté, où il y a eu un nombre d'auditions extrêmement fortes, que l'on peut continuer à gérer son organisation criminelle de sa cellule. On s'aperçoit que nos prisons ne sont pas du tout adaptées à ces profils-là. Et puis il y a un autre profil aussi qui me semble très important pour construire des places de prison, c'est toutes les personnes qui ont des problèmes psychiatriques médicaux. Mais moi, je suis aussi favorable à construire des établissements pour créer quelque chose qui n'existe pas en France et qui, à mon avis, serait une révolution pénale et d'application pénale, qui sont des établissements pour ce que j'appelle des ultra courtes peines. Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire oui et non, parce que je vous donne un exemple très rapide. Aux Pays-Bas, ils ont fait leur révolution pénale dans l'application des peines. Ils ont été très libéraux. Et puis à un moment, ils se sont dit, là on est débordé par la criminalité, et ils ont changé leur système. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils incarcèrent 2 fois plus, et leurs prisons sont quasiment 2 fois moins remplies. Je m'explique. En fait, ils incarcèrent très vite, très tôt, sur des faits très graves, je pense les atteintes aux personnes, mais ils incarcèrent très court. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On attend d'avoir
un sursis avec mise à l'épreuve, une alternative aux poursuites, une composition pénale, un travail d'intérêt général. De Tony Blair et de... Pas que, c'est pas que, non, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est que pour des faits très graves. La théorie de la fenêtre classée, c'est pour tous les faits. Ouais. Là, c'est les Américains. Non, là, c'est pour les faits graves, les atteintes aux personnes. Et comme vous incarcérez très vite, nous, on incarcère très tard, il y a déjà la prévention. On a des détentions provisoires, quand même. Oui, mais nous, du coup, on incarcère très longtemps. Et donc, les gens restent très longtemps en détention, ce qui fait qu'on a une surpopulation carcérale. Et c'est pour ça qu'eux, ils incarcèrent 2 fois plus, mais qu'en fait, les prisons sont à peine remplies. Et en termes de prévention et d'autorité aussi de la sanction. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que les gens disent « mais je ne comprends pas, les faits sont très graves, la justice est laxiste ». C'est ce qu'on entend. Et la justice, c'est pas laxiste, vous êtes d'accord avec Didier Migaud ? Alors, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que les magistrats ne sont pas, comme on peut le penser, laxistes, mais on leur demande de l'être. Alors, les magistrats, notamment peut-être les membres de votre syndicat, ne sont pas laxistes, mais certains d'autres le sont. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis, les magistrats ne sont pas plus laxistes, il y a de tout dans les magistrats, vous avez tout. Mais je veux dire, ils sont pas, c'est pas un corps laxiste, c'est pas ça, mais on leur demande de l'être. Qui demande aux magistrats de ne pas incarcérer? Qui vote les lois? Qui n'a pas construit les places de prison? Qui en permanence rajoute des obligations de motivation? Vous savez qu'aujourd'hui, pour mettre en détention, il faut motiver pourquoi on ne met pas en détention. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on nous demande non seulement de motiver pourquoi on met en détention, mais on nous demande aussi de motiver pourquoi on ne met pas en détention. Donc, ça peut être intéressant de savoir pourquoi on ne met pas en détention, ou bien oui. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi on a libéré... Non, excusez-moi, pourquoi on met en liberté, pourquoi on n'utilise pas des alternatives à l'incarcération. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. On doit dire pourquoi on met en détention et pourquoi on n'utilise pas des alternatives à la détention. Excusez-moi. Donc, vous voyez, en fait, on rajoute en permanence des restrictions, etc. Alors, précisément, il y a une autre question quand même qui est posée. Vous me dites les magistrats ne sont pas particulièrement laxistes. Ça, je veux bien vous croire. On voit bien qu'il y en a certains, et on l'a vu notamment au moment des Jeux Olympiques, et j'imagine que, enfin, vous le démontrez, vous n'êtes pas du tout dans la culture de l'excuse. En revanche, on a un arrêt avec cette affaire où on voit la juge des libertés et des détentions qui dit oui, il y a, ce que le rappelait Guillaume Roquette tout à l'heure, il y a un risque de dangerosité, il y a un risque de récidive, mais bon, il s'est bien comporté depuis 15 jours. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'adresse, mais il s'est bien comporté pendant 15 jours, donc les 15 derniers jours, donc on le libère. Oui. Et donc, on le libère, et alors, après on va voir quelles sont les autres défaillances. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas une question qui se pose, c'est la question qu'on pose sur le site du Figaro, est-ce qu'il ne faut pas engager la responsabilité personnelle des magistrats? Après tout, nous les journalistes, on a une responsabilité personnelle, on peut être poursuivis, les médecins peuvent être poursuivis, et les magistrats n'ont pas cette... Alors, il y a plein de questions dans votre question, j'essaie de répondre court, car je suis parfois un peu longue. Les magistrats ne sont pas irresponsables. Nous avons une responsabilité, je vous rassure, civile, pénale, disciplinaire. Nous n'avons absolument aucune immunité. La question, c'est est-ce que cette responsabilité est mise en cause correctement, à bon escient, et est-ce qu'elle marche? C'est ça. Mais elle existe. On peut pas dire dans l'exercice du métier, dans la façon dont le métier a été... Bien sûr. Notre syndicat, d'ailleurs, a milité de façon très claire pour qu'on ait un code de déontologie clair, voire un code qui définisse exactement, de façon très très précise, quelles sont les fautes qu'on peut reprocher à un magistrat et qu'on mette en face quelles sont les sanctions. C'est pas le cas aujourd'hui. Nous continuons à travailler là-dessus. Nous avons réussi à faire adopter, à force de demander ce qu'on appelle une charte déontologique, qui est déjà un pas en avant. Mais en fait, je pense qu'il y a des progrès très importants à faire du côté de la responsabilité, dont vous savez qu'elle appartient au départ au ministre de la Justice. C'est à lui, et peut-être que pour ce cas-là, c'est à lui de déclencher une enquête s'il estime qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Donc ça appartient au ministre. Mais le dernier ministre, Éric Dupond-Moretti, a ouvert la possibilité aussi aux citoyens de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est au Conseil supérieur de la magistrature de juger. Nous disons
Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature juge sérieusement ce genre d'affaires ? Alors, nous, en tout cas, la position de notre syndicat, c'est de dire, c'est au ministre de faire son travail. 2, nous sommes pour une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, donc je réponds à votre question. Et 3... Pourquoi vous êtes pour une réforme ? Quel type de réforme ? Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature ne nous garantit pas un fonctionnement qui soit assez transparent et assez représentatif peut-être de ce que nous, notre syndicat, attend dans la gestion des carrières et également peut-être dans le disciplinaire. Et surtout parce que nous estimons que c'est le sujet du jour, que la faute disciplinaire doit être très clairement définie. Parce que tant qu'elle n'est pas très clairement définie, vous avez des variations. Vous savez, c'est comme la loi. Si elle est mal écrite, vous avez une possibilité d'arbitraire. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça, là-dessus, nous n'avons aucun tabou sur la responsabilité des magistrats. Je dis simplement, elle existe, mais on peut sans doute mieux faire. Il y a un point intéressant qui a été soulevé la semaine dernière à ce plateau par le haut fonctionnaire Christophe Héauche-Duval. Il plaidait pour un ministère de la Loire qui réunit l'intérieur et la justice. Est-ce que vous considérez que c'est démagogue ou est-ce que vous considérez que c'est lucide ? Je ne comprends pas très bien. Je vais vous dire, je connais Christophe Héauche-Duval, quelqu'un qui est absolument extrêmement intéressant, y compris sur ces 2 derniers livres. Je ne comprends pas très bien cette demande de réunir les deux. Moi, ce que je pense, et là où peut-être c'est ce qu'il veut dire, c'est que il y a urgence à ce que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice travaillent main dans la main. Vous craignez d'ailleurs, avec le casting actuel, qu'il y ait encore une fois des tiraillements entre les 2 ministères ? Nous le disons depuis le début, la justice, si elle est indépendante, elle est interdépendante avec le ministère de l'Intérieur. Elle est peut-être indépendante dans ses décisions, mais elle est interdépendante dans ses modalités d'action avec le ministère de l'Intérieur, puisque vous le savez, un magistrat sans la police ne sert à rien. Premièrement. Deuxièmement, la justice est un des piliers qui concourt à la sécurité. Si nous avons une responsabilité forte au pénal de rendre des décisions qui ne puissent pas mettre en jeu l'insécurité des citoyens. Donc de cette manière-là, on ne peut pas dire qu'on n'a rien à voir. Au contraire. Et d'ailleurs, nous avions demandé des états généraux de la justice et de la sécurité, ce qui n'avait pas eu lieu, pour mettre tout le monde autour de la table et régler les problèmes, vous savez, de complexité de procédure pénale, d'atteinte aux forces de l'ordre qui se multiplient et d'avoir des sanctions qui puissent les rassurer et les protéger, mais également tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui, à savoir une procédure beaucoup plus fluide et simplifiée, notamment sur le droit des étrangers, puisque nous avons une procédure très complexe où de nombreux acteurs interviennent, ce qui, à mon avis, est une source aussi de dysfonctionnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que là où il y a eu également une défaillance dans cette affaire, c'est dans le fait... Alors, aujourd'hui, le juge des libertés et des détentions qui a rendu cet arrêt est sous le feu des critiques, mais est-ce que le parquet lui-même n'aurait pas dû faire appel ? Alors, vous parlez de défaillance. Moi, je demande, puisque cette affaire est extrêmement importante et très grave dans ses conséquences, en effet, qu'on sache qui fait quoi et comment ça se passe. C'est pas nécessairement des défaillances humaines, ça peut être le système qui est défaillant. Laurent Wauquiez demande une mission flash sur cette affaire. Est-ce que ça c'est son droit. Ça vous paraît une bonne idée ou pas ? Oui, bien sûr, mais en fait, tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé, y compris les magistrats. Ils ont besoin qu'on ne leur jette pas, comme d'habitude, si vous voulez, une condamnation sans pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Parce que, si vous voulez, dans cet épisode tragique... On a quand même un certain nombre d'informations qui remontent actuellement. Et d'ailleurs, le travail de la police qui est salué unanimement dans cette affaire, qui a permis de retrouver dans un temps record le meurtrier présumé, avec, semble-t-il, des preuves qui sont accablantes. Est-ce que, justement, là, on voit pas assez clairement, et puis on va se perdre dans des débats où on va jeter les responsabilités, les juridictions entre elles, d'ailleurs. Moi, je pense qu'on a besoin... C'est pas là ça, le risque, actuellement. Non, je pense qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un événement tragique, parce qu'il n'est pas unique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la mort de trop. On a déjà eu comme ça ce genre d'affaires. On ne peut pas se contenter en effet de commenter. Il faut aller au fond des choses, comprendre ce qui ne marche pas, ce qui marche, pourquoi. Et là, vous avez plein d'acteurs. Vous avez le Quai d'Orsay, vous avez la préfecture de police, vous avez le parquet, vous avez le juge des libertés, etc. Donc il ne faut pas comme ça tout de suite jeter la pierre
judiciaire à l'un ou à l'autre. Il faut savoir ce qui s'est passé, il faut en tirer toutes les conséquences. Mais encore une fois, c'est un sujet qui doit être fait loin de l'émotion. Parce que on sait que notre système est trop complexe, fonctionne mal et est perfectible. Donc il y a un vrai sujet qui est dénoncé depuis des années. La dernière loi sur l'immigration a déjà amélioré le système, vous le savez, mais il y a encore des marges de progrès extrêmement importantes à faire. Précisément sur la question des EQTF, alors la dernière loi à l'immigration a permis de passer de 10 à 15% d'EQTF, en tout cas d'exécution, d'expulsion du territoire. On apprend donc qu'il y avait un problème de laissez-passer consulaire. Est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau du Quai d'Orsay ? Bien sûr, c'est ce que je dis. En fait, vous avez une multiplicité d'acteurs qu'il faut peut-être revoir d'ailleurs, des délais qui sont parfois trop courts, parfois trop longs d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui... Rapidement, un délai trop court ? Un délai trop court, par exemple, peut-être que la rétention en centre dans les CRA est peut-être trop court, puisque d'autres pays européens sont beaucoup plus longs. Donc peut-être que puisqu'on n'a pas la possibilité de le faire dans des délais parfois si contraints, peut-être qu'il faut réfléchir à des délais plus longs. Voilà, mais est-ce que aussi il ne faut pas réfléchir autrement en amont ? Moi je pense que c'est en amont qu'il faut anticiper, et ce qui manque aujourd'hui, c'est un manque d'anticipation. Vous le savez, en fait, on a aussi la possibilité d'anticiper une expulsion à la sortie de la prison. Est-ce qu'on a besoin que des délinquants, je parle de délinquants condamnés, passent par un CRA, c'est-à-dire un centre de rétention administrative ? C'est la vraie question. Justice, la colère qui monte, c'est un livre absolument à lire, et surtout en particulier, surtout en ce moment. Béatrice Brugère ne recule devant aucune question, en particulier aucune question qui fâche. C'est à lire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir répondu au nôtre, qui était sans concession. Merci beaucoup, Béatrice Brugère.